Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Cette semaine, je reçois Maud Assila, militante de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes linguiste de formation, vous êtes professeur de français au collège de Saint-Jean-d'Angély. Vous vous êtes présenté aux élections législatives de 2017 dans la 2e circonscription de Charente-Maritime. Scrutin à l'issue duquel, on le voit, vous êtes arrivé en 3e position lors du premier tour avec un score de 15,5% des suffrages. Au second tour, c'est la candidate macroniste Frédérique Tufnel qui est arrivée en tête devant la candidate Les Républicains Sylvie Marcilly. Quelles leçons tirez-vous de cette élection ? Écoutez, ça a été une leçon, ça a été une élection extrêmement intéressante à titre personnel déjà, parce que C'était votre première. c'est la première fois que je me présentais. Et j'ai appris beaucoup de choses à cette occasion-là. Et puis, bon, évidemment, on a pu constater qu'on était victime, nous aussi, de la vague En Marche. Voilà. Néanmoins, vous êtes arrivé devant le candidat du Front National. Est-ce que c'était pour vous une victoire en soi ? Bien sûr, ça faisait partie des enjeux, des objectifs, et on a réussi de ce point de vue-là. C'était une surprise ? Non, parce qu'on a mené la campagne aussi dans ce but. Donc, on est allé parler à la population afin de les convaincre de voter autrement. Donc, non, c'était quelque chose d'agréable. Le résultat était tout à fait favorable de ce point de vue-là, mais on n'était pas surpris. Alors, vous vous présentiez aussi face à une candidate communiste, Michèle Grenier, créditée, elle, de 1,62% des voix. Pourquoi ne pas être parvenue à un accord, comme ça s'est fait ailleurs, par exemple, dans les Deux-Sèvres ? Ça s'est passé comme ça s'est passé dans les Deux-Sèvres, mais pas dans d'autres endroits, pas dans énormément d'endroits non plus. C'est-à-dire que on avait proposé une candidature ouverte France Insoumise, et ça n'a pas pu être possible. On l'a regretté évidemment, mais bon, parfois les lignes mettent un peu de temps à bouger, à vrai dire. Comment on fait pour faire bouger les lignes ? Parce que, vous voyez, Nathalie Seguin, donc on en parlait dans la première circonscription des Deux-Sèvres, elle était arrivée à se qualifier, grâce à cette alliance avec le Parti communiste. Est-ce que ça ne devrait pas être la priorité de vos priorités à l'approche d'une élection comme les élections législatives ? Non, justement, c'est que ça n'a jamais été notre priorité pour nous de faire des accords avec des partis. C'est-à-dire qu'on s'est toujours présenté comme un mouvement. Et en tant que mouvement, l'objectif était vraiment de parler directement à la population. Le constat qu'on a fait, c'est que l'abstention est de plus en plus forte et on a voulu convaincre la population de retourner aux urnes pour voter pour notre programme. Les cartels de partis, clairement, on n'en veut plus. On le dit, on le redit depuis la campagne présidentielle, finalement. Et pour être plus fort aux élections, comme ça, on voit que elle est arrivée au second tour, c'est quand même une visibilité. Alors, en ce qui concerne Madame Seguin, effectivement, ça s'est passé comme ça. Mais l'équation tel parti plus ça a l'air de se passer bien entre elle et les communistes. Oui, mais après, bon, voilà, il faut voir, ça dépend des circonstances, ça dépend aussi des lieux. Mais on pense très sincèrement que maintenant, l'addition des partis ne permet plus de gagner une élection. Et de ce point de vue-là, on veut rester cohérent et ce qu'on veut défendre avant tout, c'est notre programme. C'est une addition des partis ou c'est une trop forte mésentente entre deux partis ? Non, il n'y a pas de mésentente particulière. Enfin, en l'occurrence, avec la candidate communiste, je n'avais absolument aucun grief envers elle. Est-ce que concrètement, vous travaillez aujourd'hui, main dans la main, en tout cas étroitement, avec des écologistes ou des communistes pour préparer les échéances électorales futures, comme des municipales ? Non, pas particulièrement. On agit sur le terrain, j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler, mais l'idée, c'est vraiment d'être au contact de la population, de se rendre le plus possible utile chaque jour auprès notamment des associations. Avec les associations, on travaille pour aider la population quand il y en a besoin. Et on n'est pas du tout dans les discussions et ce qu'on appelle les tambouilles partisanes. Voilà, les tambouilles partisanes, on les entend souvent quand on entend d'un côté Jean-Luc Mélenchon, de l'autre côté le patron des partis communistes, M. Laurent. J'oublie son prénom, c'est pour ça que je dis M. Laurent. Et est-ce que ça ne vous fatigue pas à la force de ne pas voir votre mentor, votre patron, Jean-Luc Mélenchon, ne pas se hisser au-delà des polémiques ? On a l'impression qu'à chaque fois, il y retombe dedans. Alors, vous faites référence à quoi exactement ? À la guéguerre entre les communistes et France Insoumise. Non, parce que j'ai vraiment le sentiment... Jean-Luc Mélenchon n'était pas à la fête de l'UMA cette année. Oui, il était invité ailleurs en l'occurrence, et il y avait des représentants de la France Insoumise qui étaient à la fête de l'Humanité. Non, très sincèrement, Jean-Luc Mélenchon tient exactement le même discours que celui que je viens de vous tenir, qui est un discours sincère, à savoir que ce qui est important
pour la France insoumise, c'est d'être dans l'action et non pas de réfléchir à des stratégies, des tactiques. J'entends bien, mais vous comprenez voilà. la brouille que ça implique, au niveau médiatique. Dès quand on voit les bisbilles entre communistes et militants ou dirigeants France insoumise, ça a le don de fatiguer et d'énerver quand même pas mal les militants, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Bon, après, j'ai vraiment le sentiment qu'en ce moment, on est dans une période assez calme à ce niveau-là. Donc, au contraire, profitons-en pour parler des actions que nous sommes en train de mettre en place et par exemple aussi des campagnes que nous avons votées lors de la Convention, notamment pour... On va bien sûr en parler voilà. de la Convention. Juste avant, Mondacilla, la France insoumise, tout comme la République en marche d'ailleurs, tente de rallier les jeunes à son mouvement. Dans la Nouvelle République, en date du 5 décembre, on apprend qu'un groupe d'action a été mis sur pied à Poitiers pour aller à la conquête des étudiants. Est-ce que c'est un passage obligé ? Aller à la conquête des étudiants ? Oui, par exemple, dans les universités. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période où il est important de faire prendre conscience aux étudiants que les mesures pour l'université qui sont en train de se mettre en place sont des mesures absolument dramatiques. L'université, il a été décrété qu'elle devait être maintenant une espèce d'entreprise autonome et on doit absolument lutter contre ça. Et évidemment, si les étudiants sont avec nous, notre voix sera d'autant plus audible. Jean-Luc Mélenchon propose cette année pour les étudiants une allocation autonomie de 800 € par mois. Comment on finance ça ? Ça fait partie des investissements que l'État doit pouvoir financer. Comment expliquez-vous que ça ne prenne pas ? Je m'explique. Quoi donc ? Que ce soit chez les étudiants ou chez les ouvriers ou encore dans le monde rural, on a le sentiment, quand on voit les résultats, par exemple, des dernières élections, que seul, au final, l'électorat du centre-ville se porte sur vos candidats. Pourquoi ça ne prend pas ? Ni dans les usines, ni dans les campagnes, ni dans les universités. Je ne sais pas quoi vous dire, dans le sens où, par exemple, moi j'ai été 3e aux élections législatives, c'est plutôt un bon résultat, plus de 15%, oui. C'est un bon résultat. Pourquoi c'est pas davantage ? Vous m'avez parlé de Madame Seguin, qui était 2e, qui était au second tour, des élections. À New York, centre-ville. On a quand même 17 députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale et on a énormément de députés, 17, c'est beaucoup de candidats qui auraient... C'est déjà un bon score c'est un bon chiffre pour une première grosse élection en fait. Vous savez on est un mouvement vous savez pourquoi je dis ça ? Parce qu'on Jean-Luc Mélenchon lui-même l'a dit, grosso modo, que c'était presque une petite défaite, en tout cas pour le moment une victoire d'Emmanuel Macron par rapport à la lutte sociale. Ça ne prend pas. Laissons le temps aux choses, continuons à être dans l'action. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on se dit. Est-ce que vous avez une tentative d'explication pourquoi ça ne prend pas ? Beaucoup de gens se posent la question, les journalistes, les observateurs, on se pose la question pourquoi ça ne prend pas ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout simplement, déjà, on est entré dans le quinquennat. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'entends beaucoup de gens qui ont dit, jusqu'à présent, laissons faire Emmanuel Macron, voyons ce qu'il va faire. Et c'est normal. Je veux dire, à partir du moment où il a été élu, il faut quand même lui laisser... Enfin, on peut comprendre qu'on puisse lui laisser au moins quelques mois pour se faire un avis plus précis. Donc je pense qu'on a vraiment été dans cette période pendant un moment. Ensuite... jusqu'aux ordonnances, quand même ? Jusqu'aux ordonnances, effectivement. Et là, puis, ça ne prend pas non plus. Il y a eu des difficultés pour faire en sorte que les syndicats se regroupent. Ça, on l'a tous constaté. Et ça fait partie des raisons très concrètes de l'échec de la lutte sociale. La division syndicale, c'est une des raisons de l'échec de la mobilisation populaire pour la gauche de la gauche, on va dire ? C'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas capable de s'unir, et là, pour le coup, je rejoins vos remarques, évidemment, nos luttes seront empêchées, cassées, ça ne pourra pas aboutir, bien sûr. Donc c'est absolument primordial qu'on arrive à lancer un mouvement vraiment collectif et dont chaque citoyen puisse s'emparer finalement. Alors pour ça, il y a une convention. La France Insoumise tenait sa 3e convention fin novembre à Clermont-Ferrand devant 1500 militants. Certains d'entre eux ont été tirés au sort pour pouvoir participer à cette convention, pas vous, hein ? Si. Vous avez été tiré au sort ? J'avais été tiré au sort. Très bien. Il y avait eu 2 tirages au sort. J'ai été 80%, je crois, des participants. C'est ça, exactement. Il y avait 1500 personnes en tout et la grande majorité était tirée au sort et j'avais été tiré au sort la 2e fois. Le tirage au sort, c'est un moyen de sélection très apprécié par les Insoumis. Pour quelle raison ? Parce que c'est le plus juste ? Oui, enfin, en tout cas, c'est un mode de sélection qui n'est pas fondé sur des critères
qui pourrait poser problème. Encore une fois, on est un mouvement, il n'y a pas de raison que telle personne soit choisie plutôt que telle autre. En tout cas, on a quand même des choix des critères de compétences pour animer des ateliers, par exemple. Oui, alors ça, pour animer des ateliers, on a toujours la possibilité de s'inscrire. Il faut savoir que dans notre organisation, il y a toujours la possibilité pour les membres de la France Insoumise de dire à un moment, de se manifester, de dire « Ah, j'ai envie de participer, moi j'ai cette compétence-là, je pourrais peut-être faire ça ». Et ça, c'est une possibilité qui est toujours ouverte. Mais il faut tirer au sort. Alors ça, je ne pourrais pas rentrer dans... D'accord. Non, je pense que ça doit être possible aussi de le faire sans être tiré au sort. Alors, on regarde le reportage que la rédaction nationale a fait sur cette convention. On en parle juste après. Rebondir, chercher un nouveau souffle. Ici à Clermont-Ferrand, les militants de la France Insoumise n'apprécient pas ces termes. Car après l'échec des luttes contre les ordonnances et la réforme du Code du travail, cette convention a pour but de chercher des nouveaux combats. Et on va sans doute aujourd'hui décider d'ouvrir aussi de nouveaux fronts de contestation, d'action, d'initiative, parce que nécessairement c'est une bataille qui est une bataille totale, la bataille de la conviction politique entre les propositions qui sont celles de M. Macron, le chacun pour soi et le tous ensemble auquel nous aspirons. Lutte contre la pauvreté, sortie du nucléaire et lutte contre fraude et évasion fiscale, voilà les actions nationales prioritaires que les Insoumis ont décidé de choisir par vote électronique. Des thèmes pour fédérer et d'une certaine manière guider l'action de leurs représentants. L'originalité, c'était d'arriver à, vu le nombre et la diversité des gens qui sont dans ce mouvement, c'était de réussir à trouver des thèmes qui fédèrent tout le monde et qui nous réunissent. Bon, je pense que c'est des campagnes intéressantes et évidemment le reste, il ne faut pas l'abandonner et ça sera aussi des thèmes d'action. Mais là, on se donne un agenda assez clair pour la suite. Convention entre Point d'Orgue et Nouveau Départ, 6 mois après un agenda politique très chargé, depuis la présidentielle et les législatives. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Mauda Sylla, militante insoumise et ancienne candidate aux législatives de Charente-Maritime. Vous avez donc, vous l'avez dit, animé des ateliers. De quoi s'agissait-il en ce qui vous concerne? En ce qui me concerne, oui. J'ai animé la convention. Carrément. Oui, j'étais sur la scène centrale. Pas tout le temps, parce qu'en fait, il y avait plusieurs animateurs. Ça fait aussi partie du principe. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent participer. Alors pendant la convention, les militants ont eu à voter pour définir les 3 grandes priorités du parti dans les prochains mois, ce qui donne, on va le voir, la lutte contre la pauvreté en 1, suivi de la sortie du nucléaire en 2, et enfin la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Est-ce que c'est un tiercé qui vous plaît, Mauda Sylla? Ah oui, tout à fait. Je trouve que c'est très représentatif des priorités sur lesquelles on doit vraiment lutter et ce qu'on doit faire dans les prochaines semaines. Dans le bon ordre? Oui, ça me convient, effectivement. La pauvreté touche énormément de gens. Parfois, elle est cachée. Donc, à nous d'aller au-devant de la population. Le nucléaire, le fait est qu'on n'avance pas sur ce point au niveau du gouvernement. Donc, il est temps d'agir. Au mois de mars, vous savez, ce sera la date anniversaire de Fukushima. On a déjà prévu de mettre en place une sorte de référendum citoyen. Et puis la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation, c'est aussi une urgence. On a eu les Paradise Papers il y a vraiment peu de temps et je pense qu'il est vraiment temps d'agir à ce niveau-là. D'ailleurs, vous me demandiez tout à l'heure comment financer les aides pour les étudiants. Eh bien, déjà, si on faisait un vrai travail pour lutter contre l'évasion fiscale, je pense qu'on pourrait payer un certain nombre de mensualités pour ces étudiants. 80 milliards d'euros par an, grosso modo. C'est énorme. En France. Tout à fait. Alors, je le disais en début d'émission, vous êtes linguiste. Il se trouve qu'en politique, le langage, on le sait bien, occupe une grande importance. Sur le blog que vous tenez, vous analysez souvent le langage macronien ou macroniste. En quoi est-il particulier, ce langage ? Ce qu'il a de particulier, en dehors du fait qu'il est clair que Macron et l'ensemble de ses ministres manipulent le paradoxe de façon assez forte. On se souvient notamment qu'ils ont réussi à dire que faciliter les licenciements permettrait d'embaucher, ou encore ils usent et abusent de la théorie du ruissellement qui dit qu'en donnant aux riches, finalement, on donne aux pauvres. Donc ça, c'est vraiment les paradoxes qu'il manie sans aucun scrupule. Il y a tout un langage entrepreneurial, managérial, si vous voulez, qui vise à faire de la société une espèce de grande entreprise qu'il faudrait manager. Alors, je vais justement vous donner 2 concepts caractéristiques de la parole d'Emmanuel Macron et vous allez nous dire ce que vous en pensez, comment vous l'analysez. Alors tout d'abord,
On va le voir sur l'écran, Startup Nation. Ah ben voilà, on est en plein dedans. Le pays est considéré comme une entreprise et à ce titre-là, elle doit être rentable, elle doit être efficace, elle doit faire du chiffre. C'est-à-dire que, d'un point de vue personnel, je trouve ça absolument absurde, puisqu'évidemment, il y a tout un pan de la société qui est en dehors de toute comptabilité finalement. Je veux dire, le bien-être des gens, ça ne se mesure pas, ça ne se compte pas, par exemple. C'est quoi, c'est la victoire de l'entreprise sur le politique ? Tout à fait. Et c'est l'occasion aussi, finalement, de traiter les citoyens, finalement, comme des auto-entrepreneurs qui devraient prendre à bras-le-corps leur destin. Et le résultat, c'est que finalement, tout le sentiment d'appartenir à une communauté de citoyens, à un collectif, tout ça s'est cassé, ça perd de sa valeur. Deuxième mot, projet. On se souvient, c'est mon projet. Projet. Écoutez, c'est un terme qui reste quand même assez vague et finalement ça rejoint l'espèce de grand vide qu'il y avait régulièrement, souvent dans le discours macronien. C'est-à-dire que ce sont des mots fourre-tout qui peuvent laisser entendre qu'il y a une sorte de dynamique, qui peuvent laisser espérer qu'il va y avoir quelque chose de meilleur qui va arriver, mais finalement tout ça reste très abstrait. Alors, puisqu'on parle de projet, j'accueille sur ce plateau notre invité surprise. Il s'agit de Bouziane Fourca, patron d'une agence web à Poitiers. Et justement, vous êtes pilote pour la mise en place du projet Poitiers 2020 pour En Marche, pour la République En Marche, et à savoir donc la bataille des municipales. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la politique est à mener comme on mène une entreprise ? Est-ce que la France, un pays, est à mener comme on gère une entreprise ? En fait, ce qui compte, c'est les résultats qu'on veut cibler. Peu importe, quelque part, la méthode qu'on emploie, mais on a beaucoup à apprendre. Peu importe la méthode. Peu importe la méthode qu'on emploie, on a beaucoup à apprendre de ce qui se fait au niveau de l'entreprise. Je ne dis pas par là, peu importe la méthode, ça veut dire des mauvaises méthodes, peu importe la bonne méthode, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent nous amener à aboutir au résultat. Et surtout, si on doit il y a une méthode à faire, il ne faut pas mener les travaux en ayant déjà des idées établies et en partant d'une certaine thèse, comme vous le faites. J'ai regardé le billet sur votre blog. C'est plutôt un réquisitoire, en fait, votre travail au service de cette thèse-là. Moi-même, étant scientifique à la base, vous avez certainement d'autres recherches, d'autres travaux de qualité. Ce travail-là, justement, il m'a intrigué parce que vous n'analysez pas les choses. Vous avez des idées déjà qui sont établies et vous faites un réquisitoire pour pouvoir dérouler toutes vos pensées. La réponse de Modacilla. Oh, je n'ai jamais caché que j'étais opposante à la politique d'Emmanuel Macron. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une cohérence entre le langage d'Emmanuel Macron, les discours qu'il peut tenir et les mesures qu'il est en train de mettre en place. Et j'insiste sur le fait que son langage, comme ses mesures, vise à casser le collectif. Et on vit dans une société, on vit dans une république, on vit dans une société où les citoyens doivent cohabiter, ils doivent pouvoir s'organiser pour être protégés aussi, protégés contre le marché quand il change, quand il va dans un sens ou dans un autre. Et je pense que le devoir de l'État est d'abord et surtout de faire en sorte que les citoyens soient égaux les uns et les autres. Et le discours d'Emmanuel Macron va dans un tout autre sens. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement d'être efficace, il s'agit d'avoir un bon résultat. Alors ça reste encore très très vague, qu'est-ce qu'on appelle un bon résultat ? Et finalement, peu importe s'il y a des victimes collatérales, si tout le monde ne s'y retrouve pas. Allez, la réponse peut-être de Bouziane Fourca. Justement, la société aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre, ils sont complexes. Et on ne peut pas répondre à ces problèmes-là en ayant des réponses verticales. La faute aux patrons, la faute aux immigrés. La situation est complexe et des fois les réponses qu'on peut apporter, il peut y avoir des éléments de langage qui sont complexes. Exemple, vous critiquez en même temps. Moi, ce langage-là, il m'a parlé. Je ne faisais pas il y a un an de la politique. Le fameux en même temps d'Emmanuel Macron. Exactement, en même temps de Macron. Parce qu'on ne peut pas justement avoir des réponses comme ça, verticales. Moi, je suis français issu de l'immigration, musulman. Je veux pratiquer ma religion, mais en même temps, je ne suis pas là pour élever des personnes pour aller dans la radicalité. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui cherche à gagner bien sa vie. D'un côté, je suis un chef d'entreprise, mais de l'autre côté, j'ai un rôle social
à jouer en même temps. Donc il n'y a pas des réponses qui sont... donc ce discours-là... On vous dit, grosso modo, si je... Et permettez-moi, pardon pour le mot employé, mais est-ce que vous êtes des ayatollahs, finalement, anti-patron, anti-entreprise? C'est ce qu'on vous reproche, finalement, de ne pas être dans la nuance. Non, absolument pas. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les salariés qui sont dans un rapport de force et qui sont toujours dans un rapport de force qui leur est défavorable par rapport au patronat, il faut qu'ils puissent être protégés. C'est tout ce qu'on dit. Évidemment que les entrepreneurs... Oui. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sont des gens qui sont absolument indispensables à la société. Il n'est absolument pas question de faire comme s'il y avait les méchants et les gentils. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi vous dites moi, que chef d'entreprise, une petite structure. Je n'ai pas trouvé... Pourtant, il y a certainement beaucoup d'idées. Je ne résume pas vos idées à quelques anecdotes que je ne citerai même pas ici. Il y a peut-être d'autres idées, mais je n'ai pas retrouvé ma place en tant que chef d'entreprise et encore moins celle de mes salariés. Parce et en tant que citoyen, par exemple. Et en tant que citoyen, j'ai donné un exemple tout à l'heure, mais moi, je ne veux pas qu'on vienne me dire, en tant que citoyen, me dire que mon bonheur passe par enlever aux riches. Non. Oui, peut-être qu'il faut voir ce qui se passe au niveau des riches, mais je veux surtout qu'on me donne des solutions, comment je veux gagner au quotidien ma vie. Et là, vous n'en parlez pas. Bouziane Fourcade, nombreux sont les observateurs de la vie politique qui présentent aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis comme les premiers opposants d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous le ressentez de la même façon ? Non, il y a aujourd'hui, on manque d'opposition actuellement. Mais c'est parce que c'est le résultat de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Les Français ont désavoué les anciens partis. Il faut qu'il y ait une recomposition. Mais je ne considère pas aujourd'hui que la France insoumise est le seul opposant aujourd'hui de... Je n'ai pas dit le seul, le principal, le premier. Le principal. Non. Et vous, Boudassil, est-ce que vous vous sentez opposant principal ? Je trouve qu'on entend vraiment beaucoup les 17 députés de l'Assemblée nationale, donc c'est déjà pas mal. S'ils étaient beaucoup plus nombreux, je pense qu'on n'entendrait qu'eux, à vrai dire, parce que il est fait que les Républicains, pour l'instant, sont inaudibles. On n'arrive pas très bien à comprendre qui soutient M. Macron ou pas. En ce qui concerne les socialistes, on a les mêmes problèmes. Enfin, on constate aussi que certains s'abstiennent, d'autres donnent leur vote de confiance à Emmanuel Macron, d'autres pas. Donc, le fait est qu'on est la seule force politique cohérente d'opposition à Emmanuel Macron. Ceci dit, j'ajouterais et je compléterai, c'est pour répondre aussi à monsieur, qu'on est aussi une force de proposition. On a un programme qui est tout à fait, qu'on peut trouver très facilement aujourd'hui. Il est très clair, très complet. Et pour le coup, des propositions, on en a, y compris pour les entrepreneurs. Merci beaucoup, Bouziane Fourcade, d'avoir joué les jeux de l'invité surprise. On vous retrouvera sûrement dans quelques mois pour parler, j'imagine, de la campagne des municipales. Mais avant cela, il y aura en 2019 les élections européennes. Il y a quelque chose qui a beaucoup énervé les Insoumis dernièrement, c'est la directive sur les travailleurs détachés, directive portée en commission des affaires sociales par Elisabeth Morin-Chartier, pour qui ce texte est une énorme avancée sociale. Je vous propose d'écouter la députée européenne. C'est la fin du dumping social, c'est-à-dire du polonais, du bulgare, qui est payé à la moitié du salaire minimum français, ou c'est la fin de la concurrence déloyale entre les entreprises. Alors, Modassila, si j'ai bien compris, cette directive pour vous, c'est du vent. Tout à fait, on est exactement dans le discours que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va vendre comme un gain, comme une avancée, quelque chose qui en fait n'en est absolument pas, peut même être carrément un recul. En quoi c'est un recul, cette directive ? C'est-à-dire que, en l'occurrence, ça n'est pas un recul à proprement parler, mais en tout cas l'avancée n'est pas au rendez-vous, puisque les travailleurs restent mal payés. Il continue à y avoir une concurrence entre les travailleurs. Sur les charges sociales surtout, c'est là que c'est les cotisations sociales, où là ça reste encore très différencié. Mais tout à fait, il n'y aura absolument aucun changement. Est-ce que ça ne peut pas être un premier pas vers un meilleur ? C'est ce que dit Elisabeth Morin-Chartier. Elle dit « Je suis même très content d'avoir réussi à faire en sorte que mon parti, le PPE, adhère à ce genre d'idées. » Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de ce genre de choses. Il y a une vraie urgence. Plus personne ne croit en l'Europe. On voit qu'elle nous a menés à la catastrophe à plein de niveaux, y compris au niveau économique, pour ces raisons-là. Et il est temps d'arrêter de tergiverser. Il faut vraiment mettre fin à ce statut. Comment être contre l'Union européenne sans passer pour un anti-européen ? Eh bien, il faut proposer... deux solutions. Le plan A qui consisterait à modifier les traités, à les changer. Et pour cela, il faut être capable de négocier, avoir le courage de le faire. Et avoir une majorité européenne. Bien sûr. Et si ça n'est pas possible, effectivement, sortir de l'Union européenne, mais pas sortir pour se retrouver isolé, évidemment.
Nous considérons que la France a vocation à travailler avec d'autres pays, mais dans d'autres conditions, y compris des pays d'Europe. Par exemple, l'Espagne est clairement un allié, mais dans d'autres conditions, et à ne plus se laisser faire parce qu'est en train de nous imposer l'Allemagne. Une phrase a été prononcée par le député François Ruffin qui siège au groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Cette phrase, la voici. J'éprouve un certain vertige à l'idée qu'on puisse détenir le pouvoir. Je ne nous sens pas prêt. Qu'en pense la militante que vous êtes ? En ce qui me concerne, je me sens tout à fait prête à accompagner la France Insoumise si elle parvient au pouvoir. Il a tout faux, Ruffin ? C'est-à-dire que François Ruffin a un parcours quand même très particulier. C'est d'abord un journaliste et son élection était une élection presque surprise pour lui. On dit que c'est l'insoumis des insoumis finalement. Oui, bon, c'est-à-dire qu'il s'entend très bien avec le reste du groupe pour ce que j'ai compris, mais il a toujours eu un caractère un peu différent. D'ailleurs, il a fait un petit coup d'éclat il y a quelques temps. Sur cette capacité à gouverner, c'est bien de toute façon ce qu'on va à un moment donné vous reprocher. Quand on connaît bien la politique française, c'est comme ça que ça se passe. Et quand on voit que dans son propre camp, quelqu'un met de l'eau au moulin de l'adversaire, est-ce que ça vous enrage pas un petit peu ? Oui, mais je pense que c'est une petite phrase qui a été sortie du contexte. Je suis sûre que si vous interrogez des députés de M. Macron quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, plus d'un a dû faire des remarques du même acabit. Donc vous, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que la France Insoumise est totalement prête à gouverner la France ? Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on doit travailler pour convaincre l'ensemble de la population. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais le fait est que, encore une fois, notre programme est chiffré. On a travaillé avec des économistes. On a des économistes qui nous ont rejoints au sein de la France Insoumise, qui n'étaient pas à la France Insoumise avant la campagne et qui, depuis, nous ont rejoints. Et ce programme, qui est entièrement chiffré, est tout à fait cohérent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait des émissions de plusieurs heures qui permettent de vérifier l'ensemble des chiffres qu'on propose. Un mot sur la ferveur populaire, s'il vous plaît, autour de la mort de Johnny Hallyday. On a eu le sentiment d'un certain, on va dire, détachement, pas indifférence, détachement de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise par rapport à cet événement. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre vous et ce public populaire ? Non, je crois pas. En plus, au sein de la France Insoumise, il y a vraiment énormément de gens qui étaient très très fans de Johnny Hallyday. Je le sais parce que c'est quelque chose que j'ai pu constater sur les réseaux sociaux. Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon a vraiment voulu plutôt manifester une sorte de pudeur. Voilà, il ne s'est pas senti forcément en capacité de faire des commentaires sur la mort de quelqu'un, qui plus est, qui est un monument national. Il l'avait fait pour Jean d'Ormesson, avec des mots plutôt sympathiques d'ailleurs, vis-à-vis de Jean d'Ormesson la veille. Oui, mais je pense que c'est plus une pudeur ou le sentiment que ça n'était pas à lui, homme politique, de commenter la mort d'une star nationale. Donc pas de décalage entre une entre guillemets intelligentsia de gauche et puis des chanteurs populaires vraiment comme je le constate avec les militants. Par rapport à peut-être à la fiscalité, ça aurait pu être le cas, j'en sais rien. Oh non, vraiment, il n'est pas question de ça aujourd'hui, je pense. Très bien, merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci Maud Assila d'avoir accepté notre invitation, émission que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet, d'autant qu'il n'y aura pas de dimanche en politique pendant les vacances. Je vous retrouve donc en toute logique l'an prochain. Excellent dimanche à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et de très bonnes fêtes de fin d'année.